On va commencer tranquillement. Donc aujourd'hui, on va parler des intoxications par les plantes. Ça va être un webinaire assez court pour clôturer cette session hivernale. On va voir quelques plantes qui sont les plus couramment rencontrées en urgence. Il y a une multitude de plantes qui peuvent être toxiques, certaines qu'on ne connaît pas forcément. Donc on verra ensuite à la fin un petit peu la prise en charge, mais on va voir les principales aujourd'hui. Donc, encore une fois, cette présentation destinée à l'usage interne strict. On commence directement cette présentation par les intoxications au lys, qui sont, je pense, les intoxications les plus fréquentes en médecine vétérinaire concernant les intoxications par les plantes. Donc le lys, c'est vraiment le lys, mais uniquement du genre Lilium et Hémérocallis. Il faut vraiment faire attention parce qu'il y a d'autres types de fleurs appelées lys, comme le lys de la paix par exemple, qui ne fait pas partie de ces deux genres-là et qui pour le coup n'est pas toxique. Donc quand on parle d'intoxication au lys, il faut vraiment bien se renseigner avec les propriétaires pour savoir quel type de lys ils ont chez eux et s'assurer que c'est le lys qui est toxique ou non. Parce que ça va être une prise en charge qu'on va voir qui est quand même assez intensive et agressive. Donc, il n'est pas utile de la mettre en place si finalement on est face à un chat qui a mangé par exemple du lys de la paix ou de la fleur de lune qui ressemble à du lys, mais qui ne fait pas partie du genre ni Lilium ni Hémérocallis. Donc, c'est une plante ornementale qui est extrêmement commune. On la trouve souvent lors des célébrations, des mariages, des baptêmes, des funérailles parfois, des gens qui ont des lys chez eux, c'est hyper commun. Puis c'est vraiment toutes les parties de la plante qui sont toxiques, que ce soit les pétales, le pollen, les feuilles, mais également l'eau du vase. Donc un chat qui va venir boire l'eau du vase dans lequel sont les lys peut vraiment s'intoxiquer. C'est une intoxication qui est uniquement féline. Les chiens ne sont pas du tout sensibles, ni les lapins d'ailleurs, à cette intoxication-là. Donc la toxicité du lys, il n'y a pas de prédisposition de race, de sexe, pas de page, mais ou d'âge. La dose toxique précise, elle n'est pas connue, mais on suppose et on sait qu'une feuille de lys peut tuer un chat. Donc c'est vraiment des quantités très faibles qui peuvent être assez rapidement toxiques. L'absorption, elle est extrêmement rapide. C'est généralement absorbé au bout de 15-20 minutes et c'est une néphrotoxicité hein, pour le lys qui est très très importante avec destruction pardon, des cellules épithéliales des tubules rénaux. Au niveau des signes cliniques que vous allez observer sur un petit chat qui a mangé du lys, dans les 3 heures post-ingestion, généralement, c'est plutôt des signes digestifs qui vont se mettre en place, anorexie, vomissement, hypersalivation, léthargie. Dans les premières 24 heures, il va y avoir mise en place de l'insuffisance rénale avec les signes cliniques associés, donc la PUPD, un animal qui se déshydrate. Et vous allez également observer des modifications biochimiques, notamment l'augmentation de l'urée, de la créatinine, une protéinurie, pardon, une glucosurie. Vous pouvez également avoir une hyperkaliémie débutante possible. Et dans les 24 à 48 heures post-ingestion, si la maladie rénale progresse, on arrive en phase anurique de la maladie rénale et donc en phase avancée et terminale de notre maladie rénale. Au niveau des traitements, ce qui va être important, c'est de mettre en place assez rapidement une décontamination. Donc, tout d'abord, une décontamination dermique. Il faut vraiment essuyer. Si l'animal a mis ses pattes dans l'eau du vase, on ne va pas hésiter à essuyer toute l'eau qu'il peut y avoir sur son pelage. Essayer de retirer des traces de pollen avec des scotch ou des adhésifs au niveau du pelage de l'animal pour pas qu'il se réinfecte, en fait, enfin, qu'il se réintoxifie en se léchant. Vous pouvez également shampouiner les animaux si on pense qu'ils puisse y avoir énormément de pollen sur leur pelage. Voilà, il faut vraiment bien les décontaminer. Ensuite, vous pouvez également mettre en place donc, une décontamination digestive. Donc, vous pouvez induire des vomissements si c'est dans l'heure. Et on peut également administrer du charbon activé pour les intoxications en lys, c'est décrit. Donc ça, il n'y a aucun souci. C'est toujours un peu plus délicat de donner du charbon activé à un chat qu'à un chien, mais ça se donne très bien pour le lys. Au niveau des traitements spécifiques, ça va être surtout en support de la fonction rénale. Donc une fluidothérapie, plutôt du NaCl en première intention. Il faut qu'on ait une fluidothérapie assez agressive. Donc n'hésitez pas à monter à 3, 4, 5 ml kilo-heure pour les premières 48 heures. Il faut vraiment supporter la fonction rénale. Faites juste bien attention à toujours surveiller vos signes de surcharge pour pas que vos animaux éventuellement surchargent, d'autant plus s'il y a une petite maladie cardiaque sous-jacente non forcément diagnostiquées. Chez le chat, c'est des choses qui peuvent arriver.
Idéalement, c'est pas toujours facile, notamment chez les femelles. Chez les mâles, bon, ça veut dire laisser dater pour ça, mais idéalement, il faudrait mettre en place un cathéter urinaire et suivre la production urinaire. Pour rappel, on parle d'oligurie quand notre animal urine 0,5 ml d'urine par kilo par heure, et on parle d'anurie s'il est en dessous de 0,5 ml d'urine par kilo et par heure. Notre insuffisance rénale, on va la qualifier de lico-anurique. Donc à ce moment-là, si notre animal urine moins de 0,5 ml d'urine par kilo par heure, comme on vient de l'annoncer. Et à ce moment-là, on va avoir besoin d'intervenir de manière plus agressive en mettant en place un traitement pour essayer de restimuler la diurèse. Et donc pour ça, ça va être le furosémide que généralement on met dans ces cas-là en perfusion continue à 1 à 2 mg kilo-heure. Donc, c'est pour ces raisons-là que c'est vraiment important d'avoir un cathéter urinaire parce que sans ça, vous allez être incapable de mesurer, de suivre la production urinaire de votre patient. Or, on sait que dans les 48 premières heures, on peut avoir une composante anurique qui se met en place. Si vous ne pouvez pas mettre de cathéter urinaire, à ce moment-là, vous pouvez parfois, on peut faire des suivis à l'écho. Donc, on mesure la taille de la vessie ou autrement, ce qui se fait aussi, c'est par exemple, vous mettez des litières, donc évidemment en alaise. On évite les litières en granulés. Et en fait, dès que votre animal urine, vous pesez la laise et vous pesez la laise, une alaise vide et une alaise avec urine. Ça va vous donner un poids d'urine et vous allez pouvoir déterminer la quantité d'urine que votre animal a uriné dans les dernières 4 ou 8 heures. Mais c'est très, très important de faire un suivi urinaire. Donc, de la façon dont vous préférez, c'est plus facile avec un cathéter urinaire en place. Si c'est pas possible de mettre un cathéter urinaire, alors c'est en mesurant les alaises et les pipipettes sur lesquelles votre animal va uriner. Mais c'est extrêmement important parce qu'on le sait que les insuffisances rénales dues à l'intoxication en lys deviennent anuriques et que c'est un facteur pronostic extrêmement négatif, hein, donc c'est important de le savoir. Vous pouvez également mettre en place un support digestif, donc notamment des antivomitifs, donc le maropitant, des antiacides, le pantoprazole, des protecteurs des muqueuses comme le sucralfate, tout ça, c'est des traitements à côté qui, évidemment, vous pouvez mettre en place pour le confort de votre patient. Le pronostic, il peut être bon si votre traitement agressif il est mis en place immédiatement dans les premières 12 heures avant que la composante anurique se mette en place. Par contre, en effet, comme on vient de le dire, si l'anurie est présente, alors le pronostic est extrêmement sombre. Donc, c'est vraiment très, très important de pouvoir objectiver une éventuelle anurie. Ce qui va être important aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais ça va être de faire des suivis biochimiques toutes les 12 à 24 heures et notamment de suivre vos électrolytes, dont votre potassium, parce qu'encore une fois, si vous avez une insuffisance rénale à composante anurique qui se met en place, de l'avoir une hyperkaliémie importante qui va très rapidement se mettre en place et qui pourrait être fatale pour votre petit patient. Donc, n'hésitez pas à faire des ionogrammes et ou des gaz sanguins assez fréquemment sur ces petits patients-là. Ensuite, nous allons parler du muguet, qui est une des autres plantes très fréquemment impliquées dans les intoxications par le chat. On va arriver en pleine saison du muguet dans un mois et demi. On va faire un petit rappel. Donc, pour le muguet, encore une fois, toutes les parties sont toxiques et on a une plus grande concentration de toxines dans les racines et dans les feuilles. Et également, comme le lys, l'eau du vase peut être toxique. Donc, un chat qui va laper l'eau du vase peut s'intoxiquer. Ça contient notamment des saponines et des glycosides cardiaques. Et finalement, ce sont les glycosides cardiaques qui vont poser le plus de problèmes. On va le voir. Et il y a également une absorption très, très rapide dans les 30 premières minutes pour l'intoxication au muguet. Donc, très rapidement, on ne va pas rentrer dans le détail et faire toute la physiopathie des glycosides cardiaques, mais très rapidement, les glycosides cardiaques, d'une part, vont augmenter votre tonus vagal. Donc, souvent, vous avez de la bradycardie et ou vous pouvez avoir de la tachycardie réflexe et un retard de conduction, ce qui va vous amener à des blocs de premier, deuxième et de troisième degré. À savoir également que les glycosides cardiaques vont inhiber la pompe NAK-ATPase au niveau des cellules myocardiques. Ce qui veut dire qu'au sein de vos cellules, vous allez avoir une hypernatrémie et une hypokaliémie. Par contre, dans votre circulation systémique, vous allez avoir une hyponatrémie et une hyperkaliémie. L'hypernatrémie dans vos cellules de votre myocarde va empêcher l'entrée du sodium en échange du calcium, donc ça va causer une hypocalcémie. Et en fait, tous ces échanges électrolytiques vont augmenter votre potentiel de membrane au repos. Donc, on va avoir des dépolarisations qui vont être très irrégulières et des battements ectopiques, ce qui va causer tous les troubles du rythme que vous allez observer avec cette intoxication-là. À savoir que l'arythmie la plus fréquente, c'est les extrasystoles ventriculaires, comme sur le petit ECG en bas. Au niveau des signes cliniques, généralement, dans les 30 à 45 premières minutes, vous allez encore une fois avoir des signes qui vont être plutôt digestifs. Hop.
Donc vomissements, diarrhée qui peuvent être hémorragiques, hypersalivation, douleur abdominale. Et les signes plus cardiovasculaires vont se mettre en place dans les 2 heures post-ingestion, donc notamment donc, généralement de la bradycardie, mais vous pouvez avoir de la tachycardie également, des blocs atrioventriculaires, des arythmies, des défauts de pouls. Et vous pouvez également avoir des signes neuromusculaires qui se mettent en place, notamment de la léthargie, des trémulations musculaires, de la mydriase, convulsions, coma et mort. À savoir que les chiens MDR1 sont beaucoup plus sensibles. Donc un chien potentiellement MDR1 qui a mangé du muguet va être beaucoup plus à risque de développer des signes cliniques sévères. Au niveau des traitements, donc encore une fois, induire les vomissements doit être réalisé le plus rapidement possible et on ne fait pas vomir s'il y a un risque de pneumonie par respiration. Si notre animal est en état de choc ou avec des signes neurologiques, évidemment, on ne va pas mettre en place d'induction de vomissement. Encore une fois, vous pouvez également donner du charbon activé par la suite. Au niveau des traitements plus spécifiques concernant cette intoxication-là, la première étape, ça va être de gérer votre hypotension et votre état de choc éventuellement associé à cette intoxication. Donc, pour rappel, vous pouvez utiliser des bolus de 5 à 10 ml, donc 5 pour les chats, 10 ml pour les chiens kilos sur 10 à 15 minutes, idéalement plutôt des cristalloïdes. Et vous pouvez ensuite mettre en place une fluidothérapie assez agressive pour les premières 24 heures. Vous pouvez donner facilement 4 à 6 ml kilo-heure au besoin. Si vous avez des hypotensions qui sont sévères et qui sont très réfractaires à votre fluidothérapie, n'hésitez pas à utiliser des vasopresseurs. Alors, en maison des urgences, on a de l'adrénaline, on n'a pas de noradrénaline ou de dopamine, mais vous pouvez utiliser de l'adrénaline en perfusion continue. À savoir également, si votre animal ne répond pas parfaitement après vos 2 à 3 bolus de cristalloïdes, n'hésitez pas à donner un bolus de saline hypertonique, donc du NaCl à 7,5%, que vous pouvez donner à 3 à 5 ml par kilo. Il n'y a aucun souci pour ça. Ce qui va être important, c'est également d'apporter un support cardiovasculaire. Donc, attention uniquement dans les cas critiques également, après votre stabilisation. Si vous avez des bradyarrhythmies, n'hésitez pas à utiliser de l'atropine. Et si vous avez des arythmies ventriculaires, n'hésitez pas à utiliser de la lidocaïne, donc généralement en bolus à 2 mg kilo, puis en CRI. Pour pouvoir objectiver vos arythmies ventriculaires, l'idéal, c'est de faire un ECG à votre patient. Donc, pour le moment, toutes les maisons des urgences ne sont pas entièrement équipées, mais ça va être en cours pour que vous puissiez objectiver ces anomalies-là et pouvoir les traiter adéquatement. Au niveau de la suite des traitements, si votre patient évidemment présente des signes neuromusculaires, ça va être l'arsenal assez classique, diazépam ou midazolam selon votre préférence, donc 0,25 ou 0,5 mg kilo pour le diazépam que vous pouvez utiliser par voie intraveineuse, intrarectale, intranasale, intramusculaire comme vous voulez, ou votre midazolam à 0,2 mg kilo. Pardon, le diazépam pas IM, le midazolam IM, excusez-moi. Ensuite de ça, si votre animal ne répond pas, n'hésitez pas à utiliser votre phénobarbital, puis le propofol au besoin en titration ou en perfusion continue. Et à l'instar de toutes les intoxications, apportez à votre patient un support digestif, anti-vomitif, anti-acide, protecteur des muqueuses, ça va vraiment lui faire du bien. Les autres traitements qui vont être importants de mettre en place, comme on l'a dit, avec l'inhibition de la pompe NAK-ATPase, vous avez une hypokaliémie cellulaire qui se met en place et une hypernatrémie cellulaire. Mais à l'inverse, vous allez avoir une hyponatrémie systémique et une hyperkaliémie systémique. Donc, ça va être très, très important de contrôler votre ionogramme assez fréquemment et de traiter votre hyperkaliémie au besoin. Donc ça, on l'a vu de nombreuses fois dans de nombreuses confs. On se rappelle que l'hyperkaliémie, donc généralement, en tout cas, personnellement, je vais la traiter quand elle va commencer à être au-dessus de 7-8. Je dirais qu'aux alentours de 7-8, je vais la traiter uniquement avec un bolus de dextrose. Si par contre on commence à atteindre des niveaux d'hypercalémie supérieurs à 8, 8,5, on va commencer à être un tout petit peu plus agressif avec la mise en place d'un protocole insuline dextrose. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller de proche et adresser aux besoins. Puis pour le reste, le monitoring rapproché, hein, un patient qu'on va laisser sous ECG, on va réévaluer son pouls, sa pression artérielle, sa fréquence cardiaque assez fréquemment. Il faut vraiment le garder sous les yeux de manière très, très rapprochée. Et des suivis donc biochimiques, évidemment, notamment des ionogrammes de contrôle assez fréquents pour être sûr qu'on n'ait pas une hyperkaliémie potentiellement fatale pour le patient qui se met en place.
Au niveau du pronostic, alors il faut toujours être extrêmement prudent parce qu'on peut vraiment avoir des morts subites possibles. Donc vraiment, le discours avec les propriétaires, il faut rester extrêmement prudent pour les premières 48 heures. Mais le pronostic est quand même assez acceptable et bon si un traitement agressif est mis en place rapidement. C'est pas un pronostic de 100%, c'est pas ça va bien aller. Donc faire très très attention lors de votre communication avec les propriétaires. Voilà. Ça peut vraiment avoir besoin de soins pendant plusieurs jours, donc il faut que ce soit des propriétaires qui soient aussi prêts à suivre en termes de soins. Il y a aussi l'aspect financier, évidemment, qui va rentrer en compte, parce qu'on commence à rentrer dans des soins assez intensifs. C'est des patients qu'on peut avoir besoin de référer, hein. Si on a, par exemple, des hypotensions qui sont extrêmement réfractaires à nos mesures de stabilisation et qu'il a besoin d'être mis sous vasopresseur, il ne faut pas hésiter à référer. Donc voilà, c'est très important d'avoir une très bonne communication propriétaire avec ce type d'intoxication. Le laurier rose, juste pour information, c'est également toutes les parties de la plante et également l'eau du vase, également la fumée si la plante est brûlée, le nectar. Donc voilà, vraiment toutes les parties sont toxiques. Ça contient également des glycosides cardiaques. Donc c'est exactement le même mode d'action que l'intoxication au muguet. On sait que les glycosides cardiaques dans le laurier rose, c'est un composé qui s'appelle l'oléandrine et sa DL50, c'est 0,2 grammes par kilo. Donc, c'est très peu. Une feuille peut tuer un animal. Donc, vraiment, l'intoxication en laurier rose, elle est extrêmement sévère également. La prise en charge, donc les signes cliniques, la prise en charge et le traitement, c'est identique à l'intoxication au muguet. C'est exactement la même chose. Et le pronostic est également le même. Toujours faire attention à la mort subite possible et à la nécessité d'une prise en charge agressive. Il existe énormément de plantes qui contiennent des glycosides cardiaques. Je vous dirais que le muguet et le laurier rose, c'est les deux principales qu'on rencontre en médecine vétérinaire, mais il y en existe vraiment plusieurs. À chaque fois, signe clinique, prise en charge, traitement et pronostic sont identiques. On va parler des jonquilles parce que c'est la saison aussi, on commence à en voir de plus en plus, nos petites jonquilles, donc de la famille des narcisses. Donc, encore une fois, toutes les parties sont toxiques, mais on va avoir une beaucoup plus grande concentration de toxines dans le bulbe. Donc, un demi-bulbe peut vraiment être fatal pour un chien. Donc, un chien qui joue avec des bulbes de jonquilles ou qui mange des bulbes de jonquilles, c'est vraiment pas bon signe. C'est extrêmement toxique. Par contre, les feuilles le sont beaucoup moins. Une petite quantité de feuilles va surtout avoir un effet principalement digestif. Donc, on s'inquiète un petit peu moins avec une ingestion de feuilles. Mais par contre, dès qu'on commence à arriver proche des racines et surtout au niveau du bulbe, on s'inquiète beaucoup plus. Il y a trois toxines principales au niveau des bulbes de narcisse. Donc, on va avoir des alcaloïdes qui sont principalement donc, la galantamine et la lycorine. euh, dans cette intoxication-là, il y a encore une fois des glycosides cardiaques et on a également de l'oxalate de calcium en plus. Donc, on ne va pas le revoir, mais les glycosides cardiaques, c'est exactement ce qu'on vient de voir pour le muguet et le laurier rose, c'est exactement la même chose. Au niveau des autres toxines, donc au niveau des alcaloïdes, on va avoir comme on l'a dit, de la galantamine. Donc, c'est un composé qui est un composé cholinergique. Donc, ça va inhiber l'activité de la cholinesterase. Donc, on se souvient que ces intoxications-là font des syndromes toxiques cholinergiques qu'on appelle SLUD en anglais. Je ne connais pas du tout le moyen mémotechnique français. Je connais uniquement le terme anglophone. Si vous en avez un en français, c'est absolument parfait. Mais on se souvient que toutes ces intoxications-là qui forment des syndromes toxiques cholinergiques provoquent de la salivation, lacrymation, urination et de la diarrhée, hein. Donc, on va vraiment avoir toute cette présentation clinique-là. Et c'est également très irritant pour le gastro-intestinal et ça peut être un stimulant du système nerveux central quand c'est ingéré en très grande quantité. La glycorine, bon, elle a une action émétique centrale et les oxalates de calcium, ça va surtout avoir une activité, comment dire, des propriétés très, très irritantes, que ce soit au niveau dermique, oculaire, au niveau des muqueuses buccales et ça peut vraiment faire des œdèmes des voies respiratoires supérieures. Donc, ça va être très, très important d'assurer la perméabilité des voies respiratoires de votre patient. L'absorption, elle est également extrêmement rapide et la plante est très rapidement et en très grande quantité absorbée. C'est un taux d'absorption de presque 90%. Le début des signes cliniques, généralement, c'est de 15 minutes à quelques heures et les signes peuvent durer jusqu'à 3 jours. Donc, les premiers signes cliniques à apparaître, comme pour la majorité des intoxications, ça va être les signes digestifs, donc à nouveau anorexie, inconfort, vomissement, diarrhée qui peuvent à nouveau être hémorragiques.
Vous allez donc, lors de fortes ingestions, avoir des signes cardio-pulmonaires, du glycoside cardiaque. Donc ça, c'est ce qu'on a vu avec le muguet, le laurier rose, hypotension, bradycardie et ou tachycardie, arythmie, donc avec les extrasystoles ventriculaires, tachypnée, dyspnée. Au niveau des signes neuromusculaires, lors de fortes ingestions, vous allez surtout avoir léthargie, trémulation, ataxie et des crises convulsives. Et faites bien attention à votre système dermatologique et à vos petits yeux, parce que vous pouvez avoir de l'érythème, de l'irritation, des conjonctivites, des blépharospasmes et de la lacrymation, comme on l'a vu. Donc, ce qui va être important, c'est de mettre en place une décontamination complète de votre patient. Donc, à nouveau, au niveau de la peau, on essuie l'eau si l'animal a de l'eau dessus, on le shampooine, on enlève toutes les parties de la plante que l'on peut voir dans son pelage. On ne va pas hésiter à bien flusher les yeux, bien les lubrifier. Vous pouvez faire un petit test à la fluorescéine et bien suivre sa condition oculaire sur les 3 premiers jours. On rince la bouche de manière abondante. Et au niveau de notre système digestif, on induit des vomissements si on est dans l'heure et on peut également administrer du charbon activé par la suite. Au niveau des traitements, bon, la gestion de l'hypotension et le support cardiovasculaire, c'est exactement la même chose que pour les glycosides cardiaques. Au niveau du système neuromusculaire, c'est exactement la même chose. Et le support digestif, c'est exactement la même chose également. À savoir que comme vous avez donc un syndrome cholinergique toxique qui peut causer énormément de diarrhée, n'hésitez pas à mettre en place rapidement des antidiarrhéiques et à bien suivre l'état d'hydratation de votre patient. Vous soyez sûr qu'avec votre perfusion, vous comblez les pertes qu'il puisse y avoir, hein, parce que c'est des intoxications qui sont très productives. Donc, faites bien attention avec votre fluidothérapie à ce niveau-là. Au niveau du pronostic, il est généralement bon, mais à savoir qu'il y a énormément de toxines différentes selon les plantes du genre narcisse. Et ça va vraiment dépendre du tableau clinique et du délai de la prise en charge et également de la quantité ingérée par votre patient. Généralement, le pronostic est quand même très bon si vous mettez en place un traitement agressif assez rapidement. Mais voilà, faut un petit peu, pour les jonquilles, il faut un petit peu comment dire, un petit peu modulé. Si c'est un animal qui a mangé de la fleur ou de la feuille, on peut avoir un discours un petit peu plus positif qu'un animal qui aurait mangé des bulbes. Voilà pour les jonquilles. On va parler maintenant des azalées, dont fait partie le rhododendron. Il y a plusieurs types de fleurs hein, dans la famille des azalées, mais la plus courante et celle qu'on connaît le plus et qu'on rencontre le plus en médecine vétérinaire, c'est le rhododendron. Donc, toutes les parties de la plante sont toxiques à nouveau, y compris le nectar. Pour le coup, elle contient des graianotoxines, donc le lioniol. Ça a un effet similaire au glycoside cardiaque. Ça n'a pas le même mode d'action, mais l'effet est similaire et ça a également des effets neurologiques en plus. Les signes cliniques sont quand même assez rapides, de quelques minutes à quelques heures, à peu près 3 heures en moyenne. Et la dose toxique, elle est assez faible, hein, 20 grammes de plante pour un chien de 10 kilos. Donc, c'est quand même peu. Au niveau du mécanisme d'action, donc, comme on disait, les effets sont similaires au glucoside cardiaque, mais comment dire, effets similaires, mais mode d'action différents. Donc cette fois-ci, on va avoir un blocage de nos canaux sodiques au niveau des membranes cellulaires, donc ce qui va un petit peu changer notre concentration en sodium et donc de calcium, hein, parce qu'on sait qu'il y a un transporteur sodium-calcium au niveau des cellules myocardiques dans la cellule, ce qui va modifier notre seuil de dépolarisation et va provoquer globalement une dépolarisation un petit peu persistante. On peut également avoir une stimulation vagale qui va causer un effet inotrope négatif. Et la seule chose, c'est que avec ces toxines-là, on ne va pas avoir d'inhibition de la pompe NAK-ATPase, donc vous n'allez pas avoir d'hypercalémie que vous pouvez observer dans les cas d'intoxication avec des composés des glycosides cardiaques. Au niveau des signes cliniques, toujours la même chose. Digestif, ça va principalement être de l'anorexie, vomissement, diarrhée, inconfort. Premier signe clinique à apparaître. Vous allez ensuite avoir les signes cardiovasculaires, donc bradycardie, arythmie, hypotension, léthargie, et des signes neurologiques, parasites, rémulation, crise convulsive, coma et éventuellement décès de patient. Au niveau des traitements, toujours pareil, on induit les vomissements le plus rapidement possible. On ne le fait pas s'il y a un risque de pneumonie par respiration et si notre patient est trop clinique. Et efficacité, encore une fois, du charbon activé. Pour les traitements, c'est toujours et encore la même chose, sachant que ça a des effets similaires au glycoside cardiaque. Ça va être important de gérer notre hypotension, apporter un support cardiovasculaire, gérer les troubles neuromusculaires éventuellement présents et apporter à votre patient un support digestif. Le pronostic, il faut faire attention parce que c'est une intoxication qui peut rapidement être fatale également. Donc, il faut toujours
encore et toujours mettre en place un traitement agressif assez rapidement et bien prévenir les propriétaires que les signes neurologiques peuvent vraiment persister plusieurs jours. Puis il peut même y avoir comment on appelle ça? Quand les animaux voient plus. Bref, il peut y avoir une perte de vision pendant quelques jours transitoires qui peut se mettre en place. De Donc, la bien morose. prévenir les propriétaires. Pardon? Amorose ou amorose ou Merci, cécité, selon l'origine. merci. Je cherchais mon mot. Qui peut se mettre en place, donc bien prévenir les propriétaires. Voilà pour le rhododendron. À savoir que les deux autres plantes un petit peu courantes, entre guillemets, bon, il faut le savoir, personnellement, j'en ai jamais rencontré, mais elles sont apparemment assez courantes, qui contiennent les mêmes types de toxines, c'est le laurier des montagnes et l'andromède du Japon, que vous pouvez éventuellement retrouver dans des jardins. Ce qui va être important de retenir, je ne voulais pas faire une suite, on aurait pu encore parler d'énormément d'autres plantes qui sont toxiques en médecine vétérinaire, où vous pouvez trouver énormément d'informations et de ressources sur Internet. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a une extrême variété de plantes. On vous demandera jamais de retenir par cœur toutes les toxicités de toutes les plantes. C'est important de connaître les plus fréquentes, le lys, le muguet, le laurier rose, pour savoir comment réagir et savoir un petit peu leur tropisme. Ça, c'est important, mais on ne vous demandera jamais de connaître par cœur toutes les toxicités de toutes les plantes. Il y en a d'autres qu'on n'a pas nécessairement citées ici qui peuvent être très toxiques. Donc, vous avez énormément de ressources, que ce soit des articles scientifiques, que ce soit des cours ou sur Vine ou sur Clinician Brief. Enfin, vous avez plein de sites vétérinaires avec des ressources vérifiées. Donc, vous pouvez trouver l'information là-dessus. Vous avez les applications si vous voulez également de l'information. Donc, c'est important de se référer et toujours bien demander au propriétaire l'espèce précise pour adapter notre prise en charge. Si on prend l'exemple du lys, ça arrive fréquemment que le propriétaire vienne en disant: Mon chat, il a mangé du lys, on s'inquiète, on met tout de suite en place la prise en charge un petit peu agressive, on fait des bilans sanguins, on met sous peur pour un caté urinaire et compagnie. Finalement, on se rend compte que c'était du lys de la paix et que au plus, ça va causer un petit inconfort digestif. Donc, toujours bien se renseigner parce qu'il y a plein de noms courants pour les plantes, mais intéressez-vous vraiment au genre et à la famille pour s'assurer que la plante elle est toxique et que vous mettiez vraiment la prise en charge adéquate. Donc voilà, c'était un petit peu ça. Le but, c'était de reparler des intoxications les plus fréquentes, puis refaire ce petit rappel-là. Si vous avez des questions, évidemment, je suis disponible pour ça. Agathe, il y a une question, tu m'entends? Oui, oui, très bien. C'est plus une question par rapport au traitement général des intoxications. Ouais. Si on a une intoxication avérée avec un produit dont on sait qu'il est hydrophile et tout, et que ça vaut vraiment le coup de faire uriner, enfin voilà, quelle quantité, et que pour autant l'animal il n'est pas hypovolémique particulièrement, quelle quantité de perf on passe du coup à domicile pour du coup stimuler la diurèse vraiment, ou ça n'a pas Ouais. d'intérêt? Ben, je te dis, en fait, par voie, alors faire des bolus par voie intraveineuse, si ton animal, si c'est pas pour gérer une hypovolémie, ça sert à rien. Parce qu'en fait, tes fluides que tu vas donner par bolus, ils vont pas vraiment servir à réhydrater ton patient. Donc, faire des bolus par voie intraveineuse, ça a très peu d'intérêt dans ce sens-là, si ton patient est pas hypovolémique. À la rigueur, tu peux faire une perf sous-cutanée pour essayer d'hydrater un petit peu plus en continu, parce que sinon, il faudrait que tu mettes une perf à demeure pendant 2-3 heures, mais tu peux pas rester 2-3 heures à la maison en attendant que ta perf passe. Fait qu'à ce moment-là, tu peux faire une perf sous-cutanée. J'avoue que généralement, si j'ai pas de soucis, moi j'ai tendance à faire les maintiens et que je divise en trois et je donne un tiers si c'est un animal de 5 kilos. Après, ça dépend vraiment, mais un animal de 5 kilos, je lui donnerai à peu près 60-70 ml en sous-cutané. Un peu plus de 10 ml kilo. D'accord. Et ça, dans le but de stimuler la diurèse, c'est ça? Ah, ben non, en fait, dans le but de stimuler la durée, c'est pas forcément, c'était plus si tu voulais réhydrater ton patient. Non, Euh, pas du tout, c'est pas ce que je voulais dire. ok, C'était, pardon. excuse-moi, quand on a un toxique, qu'on sait qu'on a intérêt de le faire éliminer par voie rénale, enfin, est-ce que normalement, enfin, on dit toujours un peu dans le traitement général des intox, quand on sait ça, qu'on peut perfuser et Mhm, éventuellement donner un diurétique. mhm. Et ma question, c'était du coup, si l'animal il n'est pas hypovolémique, on perfuse quelle quantité pour pas créer une surcharge Ouais. ou...
Moi, je t'avoue que généralement, je le fais pas vraiment. À la rigueur, en hospitalisation, je vais juste leur donner des fluides de maintien pour supporter un petit peu la fonction rénale et éventuellement aider à l'élimination. Si tu es à domicile, à ce moment-là, je ferai aussi sa quantité de maintien, mais en sous-cutané. Mais le furo, en cas d'intoxication, personnellement, je le recommande jamais. Je trouve que c'est une très mauvaise utilisation du furo. Il y a certaines intoxications pour lesquelles c'est validé, notamment l'intoxication à la vitamine D, parce que pour le coup, oui, ça va avoir un effet sur ta diurèse calcique, et donc pour éviter, et en tout cas limiter ton hypercalcémie. Mais il y a plein de fois où on utilise le furosémine en disant, oh bah il est intoxiqué, je vais lui donner du furo pour qu'il élimine plus vite, mais c'est pas vraiment... Enfin, pour moi, ça fait pas trop de sens, et que c'est vrai que je suis pas trop partisane de cette approche. Ouais, puis éventuellement, on peut peut-être créer une hypovolémie, je sais pas. Ouais, d'accord, ok. Ben, merci. Voilà. Moi, j'avais une petite question, Agathe, c'est Manon. Ouais, vas-y. Hum, je me disais, enfin, tu parlais des espèces, tout ça, en disant que ce serait bien que qu'on demande aux propriétaires l'espèce Ouais, précise, mais même eux, à mon avis, sont pas forcément certains je de suis d'accord. l'espèce. Par chance, ils peuvent nous montrer une photo et encore. Du coup, dans ce genre de cas, c'est vraiment notre clinique qui va nous dire est-ce qu'on lance en place le traitement agressif ou pas? C'est ça ou pas? Oui, Si, exactement. imaginons, Non, non, oui, si jamais exactement. ça va pas, Après, il y a, enfin, je sais que maintenant, tu sais, t'as genre Google Images ou autre où tu peux, tu sais, comme prendre des photos puis ça te sort l'info. Mais je suis complètement d'accord avec toi que souvent les propriétaires ne font pas nécessairement la différence entre le lisse de la paix et du lisse lisse. Fait qu'à ce moment-là, moi, j'ai tendance à, s'ils sont pas certains, de me dire si c'est une espèce de lisse qui est toxique ou qui n'est pas toxique, parce qu'il y a plein de plantes qu'on appelle lisses qui ne sont pas réellement du lisse. J'ai tendance à mettre quand même en place le traitement, faire un bilan sanguin au bout de 24 heures de perf. Si au bout de 24 heures de perf, j'ai aucune augmentation de mes valeurs rénales, c'est qu'on n'est probablement pas en phase dans le lys toxique. Mais à ce moment-là, personnellement, j'ai tendance à leur dire, sachant qu'on n'est pas sûr, je recommande qu'on mette en place le traitement pour. On voit dans 24 heures si, avec notre contrôle rénal, dans quelle direction on s'oriente, quoi. Mais je suis d'accord avec toi que si on n'est pas certain, à ce moment-là, c'est recommandé de mettre en place euh, le traitement pour, ou au moins une surveillance clinique. Si par exemple, pour le lys, c'est assez facile, on le garde sous perf, on est un peu agressif dans notre perf, on fait juste attention avec notre animal sur charge. Pour toutes les autres plantes qui peuvent s'apparenter où les propriétaires sont pas sûrs, à ce moment-là, tu les gardes en observation avec éventuellement des fréquences cardiaques et des mesures de pression artérielle fréquentes pour juste être sûr que tu sois pas en phase d'une intoxication clinique. Ok, ça marche, merci beaucoup. De rien. Mais Alors, sinon, moi, je alors crois que c'est genre Google Images là, qui peut te donner, où il y a plein d'applications où tu peux prendre une photo. ouais, justement, tu as une application qui s'appelle PlanteNet, qui Ouais, le c'est fait ça. très bien. Ouais. Ouais, et à domicile, c'est facile parce que généralement, vous pouvez prendre la photo sous les yeux, donc c'est plutôt Ouais. très bien pour ça le domicile. Et après, moi, ça m'est déjà arrivé de demander est-ce que vous avez quelqu'un qui reste à la maison? Souvent, et ça arrive, quelqu'un qui reste à la maison et qu'on voit une photo. Ouais, Ça permet exactement. de, ça permet de trier un petit peu. Et puis après, oui, par sécurité, vaut mieux faire, je pense. Ok, ouais, ah ouais, pas bête. Ouais, j'en avais Honnête. entendu parler de PlanteNet. Merci Ouais, beaucoup. non, c'est vraiment bien. Personnellement, j'ai pas eu énormément d'intoxication au lyse clinique. En 6 ans d'urgence, j'ai dû en avoir 4 ou 5. C'est 4 ou 5 qui n'ont pas vécu, hein. Les intoxications au lyse, là, c'est extrêmement sévère. Il y en a eu une qui a survécu à cette intoxication, mais qui est restée en insuffisance rénale à un stade extrêmement avancé post-intoxication, et qui a vécu uniquement quelques mois parce que la maladie rénale a très très rapidement pris le dessus. Mais ouais, l'intoxication lisse, c'est quand même très, très sévère là. Donc, il faut vraiment être très vigilant. Et surtout très honnête sur le pronostic. Ouais, exactement. Ouais, honnêtement, je pense que honnêtement, ça vaut toujours la peine d'essayer 24 heures. À partir du moment où votre patient devient un urique, c'est très correct de prendre une décision d'euthanasie, hein. Oui, si les propriétaires veulent tout faire, on peut essayer de le mettre sous perfusion de CRI, éventuellement de dialyser. Mais encore une fois, c'est un pronostic qui est extrêmement sombre. Donc, l'euthanasie, elle est complètement acceptable et presque recommandé dans cette situation.
D'ailleurs, j'avais une autre question, désolée. Mais quand tu parles d'absorption, dans les 15 minutes, tu parles d'une absorption partielle ou d'une absorption totale? Parce que du coup, Alors, c'est difficile parce que c'est pas toutes tes toxines qui vont être absorbées de manière totale. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as une absorption suffisamment importante pour être clinique dans les 15 premières minutes. ok, d'accord, j'ai compris, merci. Bon, si dans le futur vous avez des questions, je reste toujours comme d'habitude disponible par WhatsApp ou par mail. Donc n'hésitez pas, puis la conférence sera de toute façon disponible en rediffusion. Voilà. Alors, les conférences, c'est Calypso qui les met sur le nouveau site Émergence. Donc, c'est généralement, elle fait une fois par mois à peu près, mais Parfait. un nouveau set de conférences. Vous, de votre côté, là, je suis en train de faire le programme de formation pour la partie printemps maintenant. Donc, si vous avez des idées de formation ou des envies de formation, Isabelle on a déjà fourni plein et c'est très chouette. Merci encore, Isabelle. Et si d'autres ont des idées, ben, n'hésitez pas en tout cas à me les faire remonter ou des envies particulières, surtout sur certains sujets que vous aimeriez aborder. Voilà. Si plus personne n'a de questions pour Agathe, je pense qu'on va vous souhaiter une bonne après-midi. Bon après-midi tout le monde, bon courage pour Merci le beaucoup, travail. bon courage à tout le monde. Salut tout le Salut. monde. Bonne journée.